Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis avec Michel Lux. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors Michel, vous êtes l'auteur du livre Matrix Diabolicum, donc un livre dans lequel vous abordez énormément de sujets. C'est quand même un Oui, livre assez dense. oui. On va passer autant, comme je l'ai dit en off, on en parlait, du Saint-Suaire de Turin à Kennedy, les ovnis, le MK Ultra. C'est vrai que c'est un livre assez, assez intéressant parce qu'il aborde énormément de sujets. Comment vous en êtes venu justement, vous, à vous intéresser à tout ça à En l'arrivée? fait, je m'intéresse à tout ce qui est paranormal et en particulier le phénomène ovni quasiment depuis mon adolescence. Et Mhm. puis j'ai énormément lu de toutes sortes sur toutes sortes de sujets qui sont liés au paranormal en général. Et puis maintenant que je suis arrivé en retraite de la SNCF, je me suis dit, bon, mais écoute, il faut que j'essaye de me trouver un moment pour essayer de compiler tout ça de façon un peu propre. Et le livre, comme je vous le disais, est en fait a un thème commun, c'est le mensonge dans tous les domaines, que ce soit le mensonge dans le domaine de l'histoire, de la politique, et même de la religion, de la spiritualité. En fait, dans une première partie, je décris différentes thématiques qu'on range généralement dans les théories du complot, mais c'est Mhm. sous une forme d'initiation. Vos auditeurs sont probablement très, très au courant de la plupart des thèmes. Et la première partie est plutôt fait pour les normistes, comme on dit. C'est une initiation. Et ensuite, dans une deuxième partie, petit à petit, je m'enfonce dans le mystère de la réalité, en fait. J'ai réuni des éléments sur les derniers développements en termes de théorie de l'information et théorie de la simulation. Et donc, en dernière partie, j'essaye d'expliquer, j'essaye de créer un lien entre les derniers développements de la théorie de la simulation et justement l'hypothèse que le Mr. Smith, pour parler un peu comme dans Matrix, les Mr. Smith, moi, que j'identifie, ce serait le diable et ses démons, qui sont en fait des exploitants et des régulateurs de la matrice. Et qu'on verrait vraiment sous cette forme-là, ou c'est-à-dire que c'était une image qu'on se ferait, c'est-à-dire que l'image qu'on peut avoir par exemple du diable et autres, qu'on retranscrirait sur ces entités que vous pensez être des Alors, choses qui... je vois la chose un peu comme que la théorie des archontes, mais modernisée en regard avec la théorie de la simulation. C'est-à-dire, je pars de l'hypothèse, bien sûr c'est une hypothèse théologique, la Bible nous explique donc qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc je fais cette hypothèse qu'une partie de cette image de Dieu, ça serait le pouvoir de création. Et ce pouvoir de création, en fait, nous l'aurions depuis le début à notre insu, nous ne le savions pas. Et ce pouvoir de création, en fait, est hacké par Satan et ses démons. C'est-à-dire, il se sert de notre propre pouvoir de création, au travers de notre conscience, pour nous faire créer un espèce d'immense égrégore, on peut le voir comme ça, un immense égrégore, qui est une matrice dans laquelle il nous exploite et nous tient enfermés. Et cette matrice, toujours par nos propres pouvoirs de création ignorés, eh ben, il nous maintient emprisonnés dedans et il nous exploite. Alors, il nous exploite en utilisant nos émotions, tout ce qui se nourrit, parce qu'évidemment, ils ne se nourrissent pas de choses matérielles, ils se nourrissent, ça c'est les ésotéristes qui le disent, c'est pas moi, se nourrissent essentiellement, par exemple, des sentiments de peur, des sentiments d'orgueil, des sentiments tous les sentiments un peu vils. Et donc, ils entretiennent les conflits, les guerres, l'orgueil pour se nourrir en fait de nous, un peu comme dans la théorie des archontes, mais revu et corrigé sous l'aspect simulation globale. C'est-à-dire, en fait, nous, comme la mécanique quantique nous l'explique, la réalité semble se présenter sous forme pixelisée. Les pixels étant ce que les physiciens appellent des quantas, c'est-à-dire Mhm. la plus petite unité de matière-énergie. Cette plus petite quantité de matière-énergie, en fait, c'est le pixel de notre monde. Les physiciens commencent à s'apercevoir que le monde fonctionnerait, je dis, le conditionnel est encore de rigueur, un peu comme un jeu vidéo, puisqu'il semblerait que la réalité qui se présente à nous ne soit actualisée que quand on en prend conscience. Ça, c'est un des D'accord. acquis de la mécanique quantique. Alors, il y en a qui sont un peu en retrait par rapport à ça, certains physiciens, certains qui sont vraiment qui vont à fond, comme Wheeler. Là, si vous voulez, on commence à se dire, la réalité semble réagir en fonction de la conscience de l'observateur. C'est-à-dire qu'elle n'est actualisée comme dans un jeu vidéo que
aux endroits où on prend conscience de là où on est. Dès qu'il y a un utilisateur quelque part dans la matrice, ça y est, la matrice s'actualise. Et il semblerait, d'après certains physiciens, de plus en plus de physiciens, que la réalité fonctionnerait comme ça. Or, ce fonctionnement-là, on le retrouve dans les jeux vidéo, précisément. Bien Je sûr, pense que ouais. vous avez déjà vous-même abordé ce sujet. Oui, tout à fait. Ben justement, c'est vrai que j'avais déjà reçu donc Laurent Kasprowitch et Philippe Solal, sur Oui. lequel on avait abordé justement cette théorie de la matrice. C'est vrai que c'est Alors très Solal, intéressant et très intriguant. Ouais. alors Solal, il me semble qu'il le fait plus du côté psychologique, si j'ose dire, si j'ai bien Exactement. compris. Oui, oui, tout à fait. Alors que moi, j'y vois vraiment, c'est vraiment une matrice. Le terme physique est un peu impropre parce qu'en fait, quand on s'imagine dans une matrice, la matière-énergie est entièrement flexible, en fait. En fait, comme j'expliquais, comme si nous sommes dans une égrégore que nous avons autocréée par nos consciences, la matrice est en fait une confabulation, c'est-à-dire une sorte de mise en commun de toutes les consciences qui sont dans la matrice. Je ne suis pas le seul à le dire, je pense que Philippe Guimond l'a déjà dit aussi, que la réalité se présentait comme une sorte de confabulation, c'est-à-dire une espèce de rêve ensemble de toute la réalité qui nous entoure. Donc en fait, la matrice, nous sommes des coprocesseurs, en fait, chacun d'entre nous est un coprocesseur sans le savoir à son insu de cette matrice. Et cette matrice, cette co-réalisation, réalisation de la matrice, oui, je dis bien, cette co-construction est régulée et contrôlé par les démons. Bon, c'est ma thèse. Après, j'ai conscience que cette thèse est perchée, et puis on peut se dire, bon, lui... Mais quel est le but alors de cette simulation et à quoi nous on sert à l'intérieur? le but, en fait, c'est comme dans une ferme. Le fermier, il entretient les bâtiments dans lesquels il a les moutons et les vaches, et puis il exploite les animaux qui sont à l'intérieur. Nous sommes, en fait, le cheptel de Du l'ensemble bétail. des démons. Hmm. Donc, eux, bien sûr, ils entretiennent le bâtiment, puisqu'il ne faut pas qu'ils se cassent la gueule autour des animaux. Et puis, ils exploitent les animaux que nous sommes. Mais pas sous une forme matérielle, sous la forme je vous dis, de vils sentiments qui nous font excréter, en quelque sorte, la violence, l'orgueil, enfin, tous les affres des sentiments humains dont ils se nourrissent. Et je ne sais pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre d'ésotéristes. Ouais, donc tout ce qu'on peut voir en fait de mal entre guillemets, c'est ce qu'ils récoltent en fait. C'est-à-dire que tous ces Voilà, sentiments, la peur, la violence. c'est leur récolte, exactement. Enfin, comment ça a été créé? C'est-à-dire que c'est ça qui est assez dingue avec la théorie de la simulation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, mais sous quelle forme en fait? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, nous aurions, alors c'est toujours une hypothèse théologique, je vous dis, on aurait une toute petite partie de la création, du pouvoir de création de Dieu. Donc en fait, sans le savoir, nous sommes capables autour de nous de projeter tout un tissu de matière et d'énergie dont les démons se servent pour créer littéralement une cage qui ait une certaine cohérence, qui n'a pas l'air d'une cage, mais qui ait une certaine cohérence, qui donne l'impression d'avoir le monde. En fait, j'explique dans le livre que c'est une copie du monde originel. C'est très intéressant parce que j'ai essayé justement de faire le parallèle avec ce qu'on peut appeler la théorie de la simulation, mais qui est Oui. plus informatique en fait. C'est-à-dire qu'on serait à l'intérieur d'une sorte de jeu vidéo contrôlé par on ne sait pas trop quoi. Mais là, pour le coup, vous, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose. C'est une projection de matière et d'énergie que nous sommes capables de faire, mais à notre insu. Alors, ce qui est très piégeux dans une simulation, c'est qu'en fait, le temps et l'espace sont illusoires, en fait. Moi, ce que j'explique, c'est que ce qu'on croit être des milliers d'années, peut-être que c'est beaucoup moins que ça, en fait. C'est peut-être beaucoup moins que ça. Et ce qu'on croit être l'univers avec des espaces infinis, c'est peut-être beaucoup plus réduit que ça. En fait, la réalité s'est développée petit à petit en fonction des connaissances. C'est-à-dire qu'au début, les gens, ils voyaient les étoiles comme des points lumineux dans le ciel. Donc, ça n'obligeait pas à maîtriser beaucoup de pixels, si j'ose dire, pour présenter les étoiles et l'ensemble des corps célestes. Par contre, petit à petit, quand les connaissances humaines se sont augmentées, se sont améliorées, surtout avec l'usage des lunettes astronomiques, là, il a fallu que le diable il peaufine un peu mieux la simulation. Mais en fait, dans mon hypothèse, rien ne dit que l'univers tel qui s'offre à nos yeux est réellement la taille qu'il est réellement et qu'il n'est pas non plus l'âge qu'on lui attribue.
En fait, dans une simulation, l'espace et le temps eux-mêmes sont très souples. Donc, en fait, on n'en sait rien. Quand vous êtes maître, comme dans un jeu vidéo, comme vous êtes maître de l'espace-temps, matière, énergie, vous faites ce que vous voulez, y compris changer des choses dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique, il y a un des chapitres de mon livre qui s'appelle le ressentisme. Hein, c'est ce thème qui a été trouvé par un Fomenko, un russe, qui dit, mais l'histoire qu'on nous a enseignée n'est pas du tout celle qu'on imagine. Il manque par exemple, je sais plus, lui, c'était un millénaire entier. Donc, en fait, je donne un des exemples avec l'éruption du Vésuve. Il y a eu une éruption également au XVIe siècle. L'histoire a mélangé en fait une histoire qui serait passée bien avant Jésus-Christ avec une éruption plus récente. Ça, c'est voilà un exemple du ressentisme. En fait, l'histoire qu'on croit être ce qu'elle est, elle est probablement largement bidouillée, si j'ose dire. Je crois que ça parlait aussi de l'Antiquité, de tout ce qui était Rome, la Grèce aussi, qui aurait été un petit peu revu, corrigé, ou que l'histoire avait été parfois allongée volontairement en fait par moment. Donc que tout ce qu'on a appris en fait sur notre passé était plus ou moins erroné. Rien n'empêche. L'histoire qu'on nous raconte n'étant pas, et peut-être largement, ce qu'elle est vraiment, ça ouvre des perspectives absolument vertigineuses sur l'histoire réelle de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après c'est vrai que le ressentisme, il est quand même largement rejeté par la communauté des historiens. Oui, tout à fait. Mais voilà. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des choses vraiment troublantes quand vous prenez des exemples précis, comme celui que je cite donc sur l'éruption du Vésuve, mais il y en a bien d'autres, hein, sur les problèmes architecturaux, enfin il y a plein d'aspects de certaines. Par exemple, la machine denticitaire. La machine denticitaire, on n'a jamais compris qu'une telle technologie soit déjà au point plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ce genre de choses, on ne l'a retrouvé qu'avec les premiers, enfin avec les travaux des horlogers à partir du 15e ou du 16e siècle, pas avant. Pas avant. Cette machine, elle est vraiment littéralement hors du temps, la machine denticitaire. Ouais, c'est vrai que c'était quand même extrêmement complexe, effectivement. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ça, des exemples comme ça, il y en a une foultitude. Il y a une foultitude d'anomalies historiques qui sont vraiment étranges. Alors après, ils rejettent les historiens officiels, certes, mais alors vous expliquez comment toutes les anomalies qui sont citées par les ressentistes, ça c'est un autre problème. Parce que vous l'expliqueriez comment, cette machine denticitaire? Ce serait parce que c'est vrai qu'on le voit un peu comme une sorte d'ordinateur mécanique en fait, qui avait été découvert en 1900. Je crois que c'était au début 1900. En fait, certains, mais c'est pas moi qui le dis. Je connais pas suffisamment l'histoire de cette machine pour en parler de façon suffisamment fiable. Mais un certain nombre d'enquêteurs là-dessus commencent à se dire que ça ne date pas d'avant Jésus-Christ. C'est beaucoup plus récent. Oui, parce que soi-disant, ça daterait de 150 à peu près avant notre ère. Donc, oui, mais il y en a certains, ils disent non, c'est bien après Jésus-Christ. Et détails techniques, et je veux dire, description technique à l'appui. Il y a, je sais plus le nom, il y a un type qui avait travaillé pendant des années dans l'horlogerie, qui explique ça, je ne sais plus, sur Internet, ça doit se trouver sur Internet, en tapant anticitaire, où il explique du point de vue de la technologie horlogère, il dit c'est inexplicable, la machine anticitaire. C'est vrai que les grandes questions, c'est qui l'a fabriqué et puis à quoi ça servait, parce qu'au final, on n'en a même pas... Enfin, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Calendrier, tout ça pour dire qu'on a des trous béants dans notre histoire. Des trous béants. Et puis, pour vous expliquer aussi, il y a des bizarreries aussi dans l'histoire scientifique aussi, qui vont dans le sens de la matrice. Vous vous rappelez les histoires des canaux de Mars? Des gens comme Schiaparelli, des astronomes, qui avaient découvert avec les lunettes du 17e, 18e siècle, avaient découvert donc des canaux sur Mars. Et puis, il y a un certain nombre d'astronomes qui ont confirmé qu'ils avaient vu, avec moult schémas à l'appui, dessins et tout, qu'ils voyaient des canaux sur Mars. Puis petit à petit, quand les lunettes astronomiques se sont perfectionnées, et puis à partir du XXe siècle, petit à petit, ils se sont complètement évanouis. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'on a eu à faire une actualisation de la matrice un peu bizarre,
qui a disparu après. C'est étrange cette histoire, parce qu'en fait, on avait un certain nombre d'astronomes qui voyaient des canaux, qui allaient jusqu'à les dessiner, et puis après, ils ont disparu. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange les canaux de Mars. Alors après, est-ce qu'on peut pas imaginer que ça avait été un petit peu imaginé à l'époque par rapport justement, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que la technologie Enfin, ils n'était pas avaient la fait des même. Et puis, schémas sur lesquels ils étaient quand même plus ou moins raccords, avec des dessins précis des canaux. Enfin bon, là, on est et c'est loin de vrai qu'après, l'imagination. avec le développement de la technologie, tout ça, c'est vrai que les observations se sont précisées et puis ces choses-là ont un peu disparu, Mais je ne sais pas quoi. si Puis vous vous il souvenez y a des eu des dessins de sondes. l'époque, mais les dessins des canaux étaient quand même Mhm. assez précis, hein. Ouais, ouais. Pour imaginer tout ça, il faut quand même s'accrocher, hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez intriguant, effectivement. Ouais, C'est ouais, ouais. intriguant, hein. C'est-à-dire, là, j'ai pensé à peut-être une actualisation de la matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir qu'en fait, notre pouvoir de création, dans l'hypothèse que je fais, notre pouvoir de création, il n'est pas infini. Il n'est pas infini, mais il est très grand, en l'occurrence, puisqu'il arrive à créer des pixels de la taille de la longueur de Planck, en l'occurrence, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en fait. Il est quand même fini, ce pouvoir. Ce qui veut dire que, quand même, les Satan et ses démons, ils sont obligés, au bout du compte, d'avoir une gestion numérique de la chose, justement pour pas qu'il y ait de bugs, ou le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a pu peut-être faire disparaître certaines choses à un certain moment, parce que ça prenait peut-être trop de ressources, si j'ose dire, informatiques. Quoique le terme Mhm. informatique, il est un peu. C'est une super informatique, en fait, hein. C'est une informatique mentale, en quelque sorte. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais en fait, il y a une gestion des ressources informatique, en quelque sorte, littéralement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le monde ressemble à un jeu vidéo, puisqu'en fait, il est Mhm. pixelisé. Mhm. Il est pixelisé parce qu'en fait, notre pouvoir de création, il est limité. Donc, étant limité, il faut compter. Et s'il faut compter, on pixelise, on numérise. Comment dans tout ça, dans ce que vous venez de nous expliquer, de cette matrice et de la façon dont on est un petit peu utilisé en fait dedans, comment on place Mmh. le phénomène ovni, comment on place même tous les phénomènes paranormaux, on va y inclure les ovnis aussi, mais tout ce qui est, vous avez Mmh. parlé de fantômes, maisons hantées, apparitions ovni, etc. Comment on les place dedans? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est quelque chose qui sert à quoi dans cette Alors, matrice? en fait, c'est un paravent, c'est une comédie. En fait, il veut surtout pas, Satan et ses troupes ne veulent absolument pas être vus pour ce qu'ils sont, parce que ça ferait tomber la matrice. Mhm. Ça casserait le phénomène dans l'œuf. Il a passé tout son temps à tromper, en fait, à tromper l'humanité. Et l'hypothèse extraterrestre est idéale pour ça, parce que en plus, elle permet de dire, bah, voyez, c'est pas des dieux, c'est pas Dieu ou des dieux qui sont là, ce sont des extraterrestres qui se font passer pour des dieux. Parce qu'effectivement, comme des gens comme Clark qui disaient, une science à un certain niveau, elle est indiscernable de la magie. Donc en fait, c'est- ce terme extraterrestre en fait est quelque chose qui a été fait de toutes pièces justement pour pouvoir C'est un nous, paravent, c'est un paravent, c'est une oui, fausse oui. identité. C'est une fausse identité. Hmm. D'ailleurs, quand on voit les phénomènes, comme je vous le disais, quand on s'est rencontré la première fois, quand on voit un phénomène comme les hommes en noir. Oui. Les hommes en noir, bon, tant qu'on n'examine pas les hommes en noir, bon an, mal an, l'hypothèse extraterrestre, elle tient compte de pas mal de choses. C'est vrai que finalement, elle tient la route assez bien dans tout l'ensemble du phénomène. Bon, sauf qu'il il se présente sous une foule d'espèces différentes. Bon, après tout, pourquoi pas? On est peut-être un club méditerranéen de l'univers, on ne sait pas. Mais quand on aborde les hommes en noir, alors là, on est dans l'absurde total. On est dans l'absurde total. Voilà, on a affaire à des espèces de mauvaises copies d'êtres humains avec un teint blanc, avec du rouge à lèvres, avec des fonctionnements robotiques. Mais je Hmm. veux dire, si on avait affaire à une civilisation extraterrestre avancée, il ferait les choses de façon beaucoup plus propre. J'aurais la sensation, j'aurais la tentation de dire qu'il ferait les choses d'une façon beaucoup plus propre. Hmm. Pas des espèces de pantins qui à un moment se disent, comme dans je ne sais plus quelle histoire, ah ben je suis en train de perdre de l'énergie ou tout. Là, c'est vraiment, ils se foutent de notre fiole. Là, on est en pleine manipulation mentale. On est dans un théâtre dont on est le dîner de con. En fait, on est le Jacques Villeray des démons, en fait, là. Voilà, Donc ni pour plus vous, ni moins. On est dans un dîner de con paranormal.
ni plus Et ni c'est moins. vrai que vous parlez des Men in Black, et c'est vrai que c'était John Keel qui en avait beaucoup parlé dans son livre Oui. justement sur la prophétie, dans lequel il parlait du Mossman. Donc Et on a fait le fameux livre avec le fameux film avec le Richard fameux Gere. film, tout à fait, ouais, ouais. Alors Oui. justement, c'est vrai qu'on parle de ces hommes en noir. Alors ils sont vêtus de costumes sombres, ils ont une voix qui est assez monotone. Comme vous dites, il y a un côté humain, mais pas vraiment. On sait, Et puis voire même surtout des fois. kitsch, et puis Ouais, surtout kitsch, surtout ouais, ouais. artificiel, kitsch, ça sent le carton-pâte dans tous les aspects. C'est pas possible une Hmm, chose pareille. hmm. Il nous manipule, il joue une comédie. Moi, je le Mais vois pas alors, autrement. mais c'est voulu, ou c'est simplement qu'ils ont une mauvaise façon de le faire, c'est-à-dire d'essayer de nous ressembler? Alors déjà, pourquoi ils viendraient et, ces hommes en noir, ils auraient servi à quoi en fait? À essayer de venir nous faire peur, à récupérer des informations? Comment? C'est difficile à dire. Bon, déjà, ça leur permet de foutre une trouille bleue aux témoins, donc c'est toujours un peu de bonus du point de vue des sentiments de trouille, parce qu'ils Mhm. se nourrissent aussi de ça. Après, comment dire, pour pouvoir continuer leurs affaires, il faut qu'ils puissent aussi, en quelque sorte, décrédibiliser les témoins aussi. Mhm. Mais c'est vrai que c'est pas, l'explication n'est pas très satisfaisante, je vous l'accorde. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est très déstabilisant ce phénomène. Ah, le phénomène Mais, des hommes en noir, ouais, il est assez étrange, effectivement. Ouais, ouais. mais en fait, là, si on conclut pas qu'on se fout de nous, je sais pas comment on peut le conclure. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous-même Ben, personnellement, mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous avez dit, c'est que c'est presque absurde en fait. C'est-à-dire qu'ils nous envoient quelque c'est chose absurde. Voilà. qui ressemble à nous, mais qui ne l'est pas vraiment, et puis ils savent Il très n'est pas bien vraiment. on va bien voir que quelque chose cloche. Et alors, moi, justement, la question que je voulais vous poser, c'est que j'avais reçu Laurent Kasprovic, qui lui avait Oui, la théorie du trickster, c'est-à-dire une sorte d'archétype farceur, qui est présent d'ailleurs dans de nombreuses cultures, et qui vient ouais, un petit peu comme Marie-Olive ça m'en a jouer. parlé aussi. Voilà, qui vient jouer un petit peu avec nous, qui vient. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut également avoir affaire à quelque chose comme ça, qui pourrait d'ailleurs bien s'inscrire sûr, bien dans la sûr, bien sûr. matrice? Alors, qu'il y ait des espèces comme les tricksters, qui seraient des espèces de farceurs qui s'amusent à longueur de nos journées à nous pourrir la vie, pourquoi pas? D'accord. Ils se déguisent, ils est métamorphes, ils sont métamorphes, donc ça complique le problème. Dans les apparitions mariales, par exemple, vous avez beaucoup d'apparitions mariales qui demandent, enfin dites de Marie, où l'entité Marie demande un culte à sa propre personne. Ce qui est, quand on connaît la Bible, c'est littéralement interdit par Dieu. Dieu ne Hmm. tolère un culte qu'à lui-même. Donc, pas de saint machin, pas de saint bidule, pas de culte marial, c'est pas possible. Donc, une entité qui vous demande un culte à sa propre personne pour lui construire chapelle, église et machin, du point de vue chrétien, il y a un problème. Par exemple, dans les apparitions de Guadalupe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'apparition Oui, de bien sûr, Guadalupe, oui. Ça, c'était dans les années 1500, oui. Guadeloupe, exactement, ouais. en Amérique du Sud. Hmm. Euh, la Vierge, elle apparaît enfin la veste, Ouais, sur un l'habit, manteau là de le Diego là. manteau, voilà, la tilma, Hmm. le manteau du berger, elle apparaît dans un habit d'apparat avec des étoiles, et puis debout sur une espèce de lune noire avec des cornes bizarres. Qu'est-ce que Marie vient foutre debout sur une lune noire? Ça n'a pas de sens. C'est pareil. Hmm. Quand on a affaire à une apparition, par exemple, le fameux commandant Ashtar, dont vous avez entendu Hmm. parler. Oui, oui. Ashtar, en fait, ça peut venir aussi d'Ishtar, d'Astarté, d'Astaroth, et tout ça, ce sont des démons. Non, ça veut dire qu'en fait, ils apparaîtraient à un moment donné pour se jouer un petit peu des gens et les faire Oui, vouer un culte à des choses un peu absolument. plus. Ils en Hmm. profitent. Parce que c'est pareil, l'hypothèse extraterrestre permet de créer des cultes sectaires, dans lesquels ils vont Hmm. récupérer aussi l'adoration des gens. Par exemple. Merci de me Ouais. l'avoir fait, m'y avoir fait penser. Moi, il y avait quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que voilà, vous nous avez parlé donc de Guadeloupe, mais il y en a une moi qui m'intrigue beaucoup, c'est celle de Fatima. Est-ce qu'on peut Pareil, également y voir quelque chose là? Parce que là, on est Fatima, il y a le côté un petit peu ovni également avec cette bien espèce de ce sûr, qu'on appelle la bien danse sûr, du soleil. il y a une dimension, oui, il y a une Hmm. dimension ufologique qui est incontestable dans Fatima. Exactement, c'est ça. Et là, le grand disque qui se précipite sur la foule, qui est très brillant, mais qui n'éblouit pas vraiment les gens,
c'est vraiment la soucoupe volante typique. Hein. Exactement. Ouais, c'est pour ça que Et c'est puis, très intriguant, je trouve. Ouais. Ouais. tout à fait, tout à fait. Et puis en fait, il y a une historienne qui s'appelait, dont je parle dans mon bouquin, Fina Dharmada, qui avait sorti un bouquin qui s'appelle, je l'ai là, Celestial Secrets, dans lequel en fait elle explique que le témoignage original, voilà à quoi ressemblait la Vierge du témoignage original. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'iconographie de Marie. En c'est fait, on vrai. s'est Là, on est. aperçu que les enfants étaient entourés de gens très religieux qui, en fait, petit à petit, ont retravaillé le témoignage, même peut-être sans s'en rendre compte, de façon à lui donner une apparence correcte vis-à-vis de l'iconographie classique de Marie, vous comprenez? Ouais, ce qui au départ n'était pas du tout le cas, mais au fur et à mesure, ils l'ont un petit Voilà, peu. parce que là, quand on. Alors, j'invite vous-même et vos lecteurs à. On le trouve sur Amazon. Hein. Alors, le problème, c'est D'accord. qu'il est en anglais. Hein, donc, il faut En se anglais. torcher de l'anglais. Mais c'est très intéressant parce qu'elle démontre complètement, de façon très précise, le témoignage de ces enfants et de tous leurs entourages. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a bel et bien affaire à une manipulation qui sent fortement l'ufologie. Hein. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça, c'est particulier. Donc après, on peut imaginer que, pareil, il y a eu énormément d'apparitions mariales. On va pas toutes les dire, mais on peut parler Oui, de celle de Lourdes. On peut parler, je crois qu'au Rwanda, dans les années 80, c'est peut-être un des plus récents. Il y a eu ça tout à aussi. fait. Il y a Tout à eu. fait. Donc ça veut dire que ces entités, en se présentant sous ces formes-là, auraient tenté quelque chose ou c'était simplement histoire de jouer avec nous Ben, et de voir où on. c'est pour jouer avec, et puis c'est pour dériver à leur profit Eh une oui. adoration d'origine religieuse. Hmm. Parce que l'adoration, ça fait partie de leur nourriture aussi. Hein. D'accord, oui, voilà, c'est ça que j'allais vous poser comme question, c'est Tout à fait. qu'est-ce qu'ils en auraient retiré? Donc effectivement, il y a aussi. L'adoration, le culte fait partie aussi de leur nourriture. Enfin voilà, j'explique tout ça dans mon bouquin. J'explique aussi un autre projet un peu, enfin, pas paranormal, mais un mystère qui s'appelle le projet D'accord. Conscience Globale. Il y a des chercheurs qui se sont aperçus que il y a des gens qui étaient capables, juste par un état émotionnel particulier, de perturber des systèmes physiques, par exemple des générateurs de hasard, des machines qui créent numériquement du hasard, dont on se sert Ouais. en physique parfois justement pour une source de numérique de hasard. Et on s'est Mhm. aperçu que ces chercheurs se sont aperçus que l'état émotionnel de certaines personnes perturbait ces machines. Et il y en a certains que je cite dans mon livre qui ont étendu la chose. Ils ont mis des machines de générateurs de hasard un peu partout dans le monde. Et enfin, je raccourcis Ouais, ouais, rapidement, ouais. je raccourcis très vite l'histoire. Et ils se sont aperçus qu'en fait, ces générateurs de hasard semblaient effectivement réagir à l'état émotionnel de l'ensemble de l'humanité. Exemple, on s'est aperçu que bien un petit peu avant les attentats du 11 septembre, l'ensemble de ces machines dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, avaient dérivé par rapport à l'épure normale du hasard, de l'épure statistique du hasard. Elles avaient vraiment dérivé d'une façon qui était inexplicable par rapport à ce qu'elles font d'habitude. On s'aperçoit aussi dans les grands concerts ou dans les grandes assemblées où il y a une ferveur commune, un égrégore, pour appeler un chat, ces machines sont très perturbées aussi. Donc en Ouais, fait, on a un début de preuve scientifique qu'il émane de l'être humain quelque chose qui perturbe la matière et l'énergie. donc la conscience collective de La l'humanité, en conscience fait. collective, on a un début de preuve scientifique que la conscience collective a bien un impact physique et énergétique. Donc on est capable d'influencer. Alors là, vous parlez du La hasard ou de matière, l'aléatoire, mais également. Ouais. la matière. Mais ces événements-là dont vous avez parlé auraient Oui. été également, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on aurait été capable en fait de les prévoir, on aurait été, ou ils ont Ben, été influencés par. et il semblerait que l'ensemble de l'humanité est une préscience et que cette préscience, en fait, a mis un certain nombre d'humains dans un état émotionnel, en fait,
qui a perturbé ces machines avant même que l'événement se produise. Mais est-ce que ça, on était capable, par exemple, de le reproduire pour voir si réellement ça fonctionne ou Alors, pas? oui, alors il faut voir, ça c'est pareil, j'invite les auditeurs à aller voir donc Projet Conscience Globale. Oui, ils ont bien entendu refait toute une série d'expériences à ce sujet, bien entendu, et qui va dans le sens d'une effective influence de la psyché humaine sur la matière. Donc, ce qui voudrait dire que peut-être qu'on est connecté, en fait, à un certain niveau, à une sorte de conscience collective, de Ah ben, champ de... en fait, c'est la conscience collective qui qui est à l'origine de la matrice. Et ce qui rejoint, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça Oui, rejoint ce que vous disiez en début oui, d'émission, tout à fait. Avec, tout à fait. ok. Donc, du coup, c'est la conscience collective qui est un acteur principal du tissu matriciel entretenu par les démons. Pourquoi? Parce que on pourrait se dire, mais c'est bien gentil, on se réveille la nuit, on a conscience de rien, hop, on se bute sans voir un obstacle, normalement, ben, on devrait passer au travers. C'est-à-dire, on se dirait, on devrait chacun de notre côté être capable de remodeler la réalité, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. L'humanité, elle est non seulement un consensus de millions de consciences, mais en plus de ça, elle est soumise à contrôle de tous les Mr. Smith diaboliques. Oui. Justement pour garder cette cohérence. Et cette solidité apparente. Mais ce qui rappelle un petit peu ce qu'on appelait la noosphère, là, de comment il s'appelait oui, c'est un peu ça, oui. De Chardin, là. Oui. Et puis ça peut expliquer aussi pourquoi dans les lieux hantés, dans les lieux un peu retirés, il y a plus de phénomènes paranormaux qu'ailleurs. Ben, peut-être que ces endroits-là sont des endroits qui sont oubliés de trop de conscience pour maintenir correctement la réalité. Donc, en fait, ces lieux sont le siège d'abord d'un certain nombre de mainteneurs, donc de démons, et qui sont là pour maintenir la réalité. Et puis, ben, accessoirement, empêcher les gens d'y aller ou leur faire peur, suffisamment peur pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui viennent dans ces endroits-là. Donc, ils sont hantés parce qu'en fait, c'est un endroit où la réalité elle-même n'est plus aussi stable qu'ailleurs. Ça, c'est très intéressant. On en avait parlé, je me souviens, quand on s'était appelé la première fois. C'est un endroit où la réalité se dissout en quelque sorte. Et oui, j'avais trouvé ça passionnant parce que ça veut dire qu'en gros, ces endroits sont reculés et un peu perdus et oubliés de tous, comme vous l'avez dit. Donc, du coup, il n'y a plus la conscience, en fait. En fait, ils ont probablement perdu l'appui d'un certain nombre de consciences qui permettraient de maintenir correctement ces zones. Comme dans le film Passé virtuel, où quand il arrive dans un coin de désert, tout à coup, il voit vraiment la matrice. On voit les limites, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il n'y a plus de texture, quoi, par-dessus. Oui, tout à fait. Tout ce qui est fantôme, apparition, toutes ces choses-là, on le voit comment on le place, en fait, là-dedans. En fait, la plupart des fantômes, mon hypothèse, c'est que ce sont des apparitions diaboliques. Des apparitions diaboliques. Ou peut-être des ordres locaux de la matrice. C'est possible. Ça peut être les deux. Hein. Ça peut être des démons qui s'amusent avec nous, qui nous font peur, qui s'alimentent en même temps en passant, ou ça peut être aussi des petits défauts locaux de la matrice. Ce qui explique aussi ce qu'on appelle les glitches maintenant Et le problème, ce que j'explique aussi, c'est que comme notre monde devient de plus en plus complexe, surtout avec l'informatique quantique, elle ouvre des capacités d'ouverture d'information qui sont littéralement vertigineuses. Donc cette informatique quantique, ça c'est un soupçon que j'ai, pourrait être un facteur aggravant de la destruction progressive de la matrice. Parce que je prends l'hypothèse que la matrice va disparaître, va se désagréger. Et c'est peut-être pourquoi on a de plus en plus de phénomènes paranormaux et de plus en plus de glitches. Parce que cette matrice, elle commence à partir en vrille. Parce que les Mr. Smith, malgré qu'ils soient très nombreux, ils sont plus assez nombreux, ils n'ont plus assez de ressources informatiques conscientielles pour maintenir correctement la matrice. Ouais, moi, il y avait une question que je voulais vous poser, c'est que
notre vision en fait de tout ce qui est ovni, extraterrestre, etc. évolue avec le fil du temps. C'est-à-dire que quand on regarde encore ce qu'il y avait dans les années 50, on était sur des Oui, soucoupes volantes, tolets oui, boulons avec des hublots, et tout ça, ça a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, on est sur des choses. Alors, on a même de dépassé plus en aujourd'hui plus les triangles. éthérique. Voilà, exactement. Comment on l'explique ça justement? C'est-à-dire Ben, que ça parce s'est qu'en fait, adapté à nous? les démons, ils se servent aussi de notre background culturel, on va pas se mentir. C'est-à-dire que ils se servent pour créer ces ovnis ou ces objets célestes, ben, ils se servent aussi de ce qu'il y a dans notre culture et dans nos cerveaux. Hmm. C'est pour ça d'ailleurs que c'est cette trancheté aussi qui fait que c'est bizarre dans l'hypothèse extraterrestre. Pourquoi? Alors, il y a aussi, on voit quand même des boucliers ardents aussi à certaines époques. Mais globalement, Oui, c'est vrai que le phénomène semble évoluer historiquement. Donc, ça exactement. s'explique en fait parce que les démons, en fait, ils se servent du background culturel de l'époque pour projeter à l'extérieur ce qu'on imagine être un être d'un autre monde. Ouais, C'est ce donc qu'il ils faut faire. utilisent les codes culturels du moment en fait, Voilà, ils et que ça se projettent changeront dans. nos propres attentes inconscientes de ce que serait un autre monde. Moi, il y avait une question également que je voulais vous poser parce que quand j'avais reçu Philippe Solal, donc qui parlait lui de cette idée de la matrice, mais qui a été créée par enfin de notre conscience en fait, de la projection de notre conscience. J'ai eu Oui. beaucoup de questions de personnes qui nous disaient mais à ce moment-là comment on place les enlèvements par les extraterrestres, comment on place les implants qu'on peut retrouver sur certaines personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres qui se retrouvent avec des implants eux. Alors, Comment ça s'inscrit dans quelque chose qui au final n'est ben, qu'une simulation. tout ça, tout ce que Barnum, si j'ose dire, ça fait partie de la pièce de théâtre qu'il nous joue. Il faut quand même crédibiliser l'hypothèse extraterrestre. Accessoirement, ça leur permet, comme je vous disais, de continuer à expérimenter sur la recherche de ce pouvoir de création, sous Mhm. prétexte d'expérimentation génétique. Et puis, ça leur permet aussi, donc, comme je disais, de l'établissement de cultes sectaires par lequel ils continuent aussi à obtenir de l'énergie de De l'énergie l'énergie, humaine. ouais. Donc, en fait, bah, ils nous jouent une pièce de théâtre qui veulent rendre aussi crédible que possible, bien entendu. Et à ce moment-là, on peut également y rentrer. J'imagine que vous avez entendu parler de toutes ces observations de Dogman Oui, ces derniers temps. Ça aussi, oui. on peut imaginer que ça fait partie un petit peu Bah, ça fait du partie du folklore. C'est des folklore. tricksters qui veulent foutre la trouille, qui veulent foutre une trouille bleue aux témoins, et puis qui en profitent pour se manger un peu de terreur. Hmm. Et puis peut-être que ces témoins-là ont peut-être aussi été dans des zones, comme je disais, qui sont un peu hors matrice, ou qui sont dans des endroits où la matrice n'est plus aussi stable. C'est Hmm. possible aussi. Alors justement, c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il y a certains témoignages où ça fait ces choses-là apparaissent même, par exemple, il y a eu un témoignage dans une chambre, c'est-à-dire que d'un coup, la chose est Oui. apparue là. Est-ce qu'on peut imaginer même que des fois, je sais pas, il y a des sortes de fissures, comme on l'a dit, qui se font et puis des choses apparaissent à certains endroits. Ah ben, dès lors que, vous savez, comme le créateur d'un jeu vidéo, il fait ce qu'il veut il est Dieu hein, dans sa création vidéo. C'est pas un problème. Hein. Ils ont la maîtrise complète de l'espace-temps en matière-énergie. Hein. Donc, ils font Hmm. apparaître ce qu'ils veulent là où ils veulent. Là où ils le Ils font veulent, tous ouais. les phénomènes. Ils font apparaître tous les phénomènes qu'ils veulent faire apparaître. En fait, ils ont le pouvoir total. Hein. Et ça, vous pensez que on va en voir vraiment quelque chose, enfin, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que prendre Alors, ça pour une sorte de théorie, mais est-ce qu'à un moment donné, parce que on l'a vu, il y a certains scientifiques qui se penchent sur cette théorie de la simulation, qui essaient de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on va avoir une réponse Alors, il y a par exemple une expérience dont je parle dans mon bouquin d'un ethnobotaniste, donc un gars qui étudie la botanique en rapport avec l'usage qu'en font les différents peuples, qui s'appelle Romuald Le Terrier, pour aller Mhm. voir ce qu'il fait. Et ce gars-là, il avait fait des expériences sous ayahuasca, la plante dite Oui. hallucinogène. Et il raconte ça hein, dans un témoignage qu'une fois, ils avaient fait un trip ensemble avec plusieurs expérimentateurs. Et loin d'avoir chacun leur vision, ils se sont aperçus qu'au moins deux d'entre eux avaient le même monde commun. C'est-à-dire qu'à un moment, le Romuald de Terrier, il dit Moi, je me suis senti aspiré par une espèce de vortex devant moi, et puis je suis passé devant toi, qui dit à l'autre, l'autre expérimentateur. Et le gars, il dit Oui, je t'ai vu passer, qui m'a dit. Mhm. C'est-à-dire,
en fait, cette chose extraordinaire qu'on n'a pas des visions uniquement dans notre tête chacun, mais qu'en fait, on ouvre à un monde qui est partagé. C'est-à-dire qu'en fait, on a littéralement une ouverture de la matrice sous l'effet de l'ayahuasca. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on le rappelle, hein, c'est une sorte Et attendez, c'est pas fini. Oui. Sous l'ayahuasca, il rencontre des petits gris. Oui. Il voit des soucoupes volantes. Alors, qu'est-ce que des petits gris et des soucoupes volantes vont foutre dans des expériences sous ayahuasca? C'est là qu'on se dit, attends, l'identité extraterrestre, c'est bien gentil, mais ça ne tient pas compte de tout ça. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans les visions sous ayahuasca? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'avais écouté une interview du réalisateur du film Blueberry, là, je crois que c'est Koonen, qui avait justement pris de l'ayahuasca sur le tournage. Il avait dit qu'à un moment donné, justement, il était... voilà, son cerveau était un petit peu parti et il était rentré en contact avec quelque chose qui était derrière, en fait, comme s'il y avait, et avec des entités, et tout ça. Enfin, c'était passionnant à écouter. Donc, il n'est pas exclu que l'ayahuasca puisse ouvrir un peu la matrice. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'elle est ouverte à certains endroits, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas consciemment utiliser notre pouvoir de création. Donc, une fois qu'on est en sortie de matrice, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu passez-moi l'expression, dans la... Ben oui, c'est ça. C'est ça, oui. Est-ce que du coup, ce serait pas une des portes, parce qu'on sait que l'ayahuasca, ça a été utilisé par les chamans, etc. Enfin, pour justement essayer de communiquer avec les esprits. Il semblerait que ça puisse être une porte, effectivement. Voilà, une porte de sortie. Après, il faut être équipé pour savoir s'en servir. C'est tout le problème. Sûr. Ouais, voilà. C'est vraiment assez fascinant, effectivement, comme idée. Et moi, j'avais une autre question, c'est est-ce que vous pensez que certaines personnes sont au courant de tout ça? Probablement. Sont capables de communiquer avec eux. Là, on rentre un peu dans quelque chose qui fait très conspiration, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une certaine élite qui est... je pense, oui, je pense qu'une certaine élite, à un certain niveau, ont fait suffisamment de sacrifices pour obtenir, d'avoir accès effectivement à la matrice, tout à fait. Donc en fait, c'est exactement comme dans Matrix, vous avez des collaborateurs. C'est ça. Collaborateurs, bien sûr, oui, bien sûr, il y a des collaborateurs à très haut niveau, bien entendu. Mais c'est marrant parce qu'on en revient toujours à ce film Matrix là, qui semble être il est très profond parce que philosophiquement et même théologiquement, ça ouvre des portes, hein. C'est clair. Ah bah oui, parce qu'il y a tout dedans, hein. Il y a la révélation, c'est-à-dire que le monde est une illusion. Il y a l'éveil du héros avec Neo qui donc est réveillé, qui va prendre conscience du coup de ce dans quoi il vit. Puis après, il y a tout le côté, comme vous l'avez dit, Neo contre l'agent Smith, donc le bien, le mal. Et puis en fait, vous vous rappelez comment il s'appelait Keanu Reeves dans le film? Oui. Monsieur Anderson. Anderson, ça veut dire littéralement fils de l'homme. Donc en fait, il a une petite symbolique où il incarne symboliquement le Fils de Dieu qui va libérer l'humanité de sa matrice, qui est le Messie du film. Ouais, et puis elle a le final qui est, c'est-à-dire comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà de la matrice, donc c'est un peu la terre d'origine, et puis lui, c'est le monde libre, et c'est ce monde réel au-delà de la matrice. Voilà, c'est le monde libre, c'est le monde réel libre. Moi, je vais dire, on y croit, on n'y croit pas, je vais dire, après tout, c'est l'Éden originel. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'on peut le voir comme ça aussi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est vrai que ce film, il a des niveaux de lecture qui sont assez... il a des niveaux de lecture qui sont... On y trouve aussi, je l'explique dans le livre, on y trouve un moment, il a un bouquin qui est Illusion et... Comment c'est Oui. Un bouquin de Baudrillard. Baudrillard, voilà, c'est ça. Un bouquin, j'ai un petit chapitre sur Baudrillard. En fait, tout ça s'entremêle, tout ça forme un puzzle qui nous explique et qui, quand on est suffisamment attentif, nous explique que, oui, on est bien dans une illusion. Hein. Et puis maintenant, la physique s'y colle aussi de plus en plus. Et les physiciens ils prennent de plus en plus au sérieux cette hypothèse. Oui, c'est ça. Melvin Vobson, que je cite, qui explique justement que pour différentes raisons physiques et thermodynamiques, en l'occurrence, pourquoi nous semblons être comme dans un équivalent de jeu vidéo. Il y a des raisons thermodynamiques précises à ça. Et c'est scientifique. Ouais, c'est assez dingue, hein, effectivement. Oui, c'est fou. Ça nous emmène vraiment sur des choses extraordinaires. Et puis, je vous dis, là-dedans, l'espace et le temps, ils sont très malléables. Donc après, notre histoire, elle est probablement pas du tout celle qu'on pense. L'espace lui-même est peut-être pas du tout
peut-être pas, même pas du tout l'immensité, enfin en tout cas dans la matrice qu'on lui prête, pour les raisons que je vous expliquais, etc. etc. C'est immense comme possibilité. Mais ça veut dire que par exemple là, quand on parle de l'espace et de la place qui n'est, enfin de cet espace qui n'est peut-être pas ce qu'on imagine, etc. Mais à chaque fois que nous on va dans l'espace, par exemple quand on envoie des choses sur Mars, etc. Il y a Alors, quelque chose, on peut dire quoi? c'est pour ça, alors on en voit, alors je vous dis, moi, on est dans une espèce de studio géant, mais qui est très très grand probablement, qui englobe peut-être le système solaire. J'en sais rien, mais enfin quelque chose qui donne quand même l'illusion effectivement d'un certain espace. Mais de là à dire qu'on a bien des milliards et des milliards d'années-lumière réelles, en fait, au bout du compte, ça peut être un effet de la matrice. Hein. On n'en sait foutrement rien. Ça peut Ouais, être c'est une que pour le illusion. moment. Regardez ce qui s'est passé avec les canaux de Mars. Oui, les canaux de Mars. Ouais. Et puis, Ouais, on ouais. commence à s'apercevoir aussi que le Big Bang, le modèle standard, il vole en éclats en ce moment. Hein. On a des galaxies qui sont déjà toutes formées à 800 millions d'années du Big Bang. Il y a un gros problème. Là, hein. Et vous pensez qu'on est tout seul, justement? Parce que là, c'est pareil, quand on imagine cette théorie de la simulation, ben on se dit oui, mais il n'y a que nous, parce qu'en fait, pour le moment, on connaît que la Terre qui est habitée. Mais Là, là, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. ouais. Peut-être qu'il y a d'autres mondes, mais est-ce que c'est dans la matrice ou est-ce que c'est plutôt dans le monde réel? Je dirais plutôt dans le monde réel parce que je vous dis encore une fois, s'il y avait eu réellement des extraterrestres qui venaient sur Terre, ça aurait compliqué vachement la gestion de la matrice. Ça introduisait des éléments qui faisaient augmenter exponentiellement comment dire, le besoin de données et le besoin Ouais, d'énergie pour la création. d'énergie, ouais, pour Voilà. pouvoir maintenir tout ça. Donc, Ouais. je sais pas, à vrai dire. Peut-être, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Et en fait, en plus, certains scientifiques commencent à s'apercevoir que les conditions de vie et de vie intelligente par-dessus le marché sont tellement drastiques, beaucoup plus drastiques que ce qu'on s'imaginait il y a encore ne serait-ce qu'une trentaine d'années, que en fait, on pourrait peut-être même être seul. Ouais, Tellement moi les c'est. conditions, tellement les Ouais. conditions d'arrivée de la vie et en plus de la vie intelligente sont gigantesquement drastiques. Ouais, c'est ultra complexe. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que quand on parle de la vie extraterrestre, souvent, oui, mais on nous répond, oui, mais l'univers est tellement grand que c'est pas possible, qu'il y en a forcément ailleurs, etc. Sauf que les conditions étaient tellement drastiques pour qu'elle arrive Les conditions, chez il y nous. a un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle Dieu, la science, les preuves, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans, qui a été présenté juste avant leur mort par les frères Bogdanov, qui parlaient de Ah ça oui. aussi. Moi, dans mon bouquin, je parle aussi de le problème de la molécule d'ADN, qui met à mal l'origine du hasard. Parce que la molécule d'ADN, les biologistes la qualifient de véritable ordinateur biologique, parce qu'elle cumule effectivement plusieurs fonctions propres à l'informatique. Mhm. Comment voulez-vous qu'un véritable ordinateur moléculaire puisse être venu tout seul, par hasard, émerger tout seul, du hasard? Là, il y a quelque chose ça fait exploser le cerveau. Hein. Vous prenez le jeu de Scrabble, vous le balancez en l'air. Imaginez, vous avez 10 phrases qui se forment. Eh ben, c'est extraordinaire, ça serait extraordinaire. Eh ben, la molécule d'ADN à côté, ça, c'est du pipeau. Donc, on se dit comment une merveille comme la molécule d'ADN a pu émerger par des phénomènes hasardeux. C'est vrai que ça reste assez fascinant. pareil, la théorie de l'évolution, j'en parle aussi. Il n'y a pas un consensus aussi grand qu'on veut bien l'imaginer. Un certain nombre de scientifiques ont de gros doutes sur la théorie de l'évolution. Alors qu'il y ait de la microévolution, c'est-à-dire par exemple, entre autres choses, qu'on soit plus grand que nos aïeux, bien sûr. On a une souplesse à l'intérieur de l'espèce, ok. Mais passer d'une espèce à un autre, consulter un généticien à ce sujet-là, il sera vachement emmerdé à vous le raccorder avec l'évolution. Hein. Parce que le problème, c'est pas le tout d'avoir une autre espèce. Il faut que cette espèce elle puisse se reproduire, qu'elle soit opérationnelle. Donc, ça suppose un ensemble astronomique de conditions pour avoir une espèce différente de l'autre, mais qui soit opérationnelle au point de pouvoir se perpétuer. Mais c'est pas une mince affaire. Hein.
Mais ça veut dire que du coup, vous ne croyez pas vraiment à l'évolution donc Je ne crois pas vraiment, je ne crois de pas vraiment Darwin, en à fait. l'évolution, non. Je crois à la Donc, microévolution, mais je ne crois pas à la théorie de l'évolution telle qu'on nous l'a expliquée. D'ailleurs, à donc, telle enseigne, c'est que oui. on avait un scientifique qui s'appelait Stephen Jay Gould, qui avait été obligé, comme il ne trouvait pas les chaînons manquants entre les espèces, on les cherche toujours d'ailleurs, se dit en passant, Ouais. il a fait ce qu'il appelle la théorie des équilibres ponctués. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une théorie un peu compliquée, comme quoi les espèces changeaient brutalement, un peu d'une façon quantique, en quelque sorte, comme les électrons changent de niveau d'énergie. Bon, hop, il y a des marches, elles ne fonctionnent pas de façon continue. C'est-à-dire C'est que des marches ça ponctuées. avance. Mais Ok. on s'est aperçu que ça ne tenait pas la route non plus au bout d'un moment. Ouais, mais pourtant, c'est vrai que quand on regarde l'évolution, par exemple, telle qu'elle a été dite par Darwin, c'est-à-dire que les espèces évoluent par rapport à leur avantage, en fait, dans les Oui, environnements. C'est-à-dire, par exemple, oui, celles qui oui, arrivent à oui. résister à certaines maladies, à mieux chasser, à mieux. Donc, Mais celles qui globalement, survivent, en fait, se reproduisent plus. les moteurs globaux de l'évolution, c'est quand même du hasard, en particulier les mutations. Donc, fabriquer du hasard, fabriquer à partir du hasard des choses totalement opérationnelles au stade génétique, je vous paie des Ouais, mais prunes. Hein. c'est ce que disait Darwin, je crois. C'est-à-dire que pour lui, il y avait certains individus qui naissaient avec des légères différences en fait génétiques par rapport aux autres, des sortes de mutations. Mais elles apparaissaient au hasard à chaque reproduction et au fur et à mesure, bah, soit elles Le, étaient éliminées, le soit elles problème, étaient justement. le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les mutations sont très lourdement destructrice plutôt que constructrice. Et d'ailleurs, c'est Hmm. conforme au principe anthropique des physiciens. On est dans un monde où les choses qu'on laisse à l'abandon vont vers toujours plus de désordre que d'ordre. Ce qui veut dire que Mhm. le temps, loin d'être un facteur d'ordre, est au contraire un facteur de désordre. Donc quand j'entends des gens qui me disent oui, mais avec des milliards d'années, ça peut s'arranger, les physiciens ils te disent l'entropie elle augmente. C'est-à-dire que le temps est un facteur de désordre, c'est incontournable. Donc, à partir du désordre, comment vous m'expliquez l'émergence d'un ordinateur biologique comme la molécule d'ADN? Eh ben, je vous paie des prunes. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, ça reste absolument fascinant Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu et près le ça est. tour. Ah ben oui, je pense que là, on a fait le tour de tous les sujets et c'était Alors pour les abonnés. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la voilà. vidéo et donc Michel pourra Et vous j'en profite répondre. une dernière fois. Donc, achetez le livre. Il s'appelle Matrix Diabolicum. Comme ça se prononce, et vous le trouvez sur Amazon. Vous Il est... tapez dans Google Matrix Diabolicum, C-U-M, comme en latin, et vous tombez sur le lien qui va sur mon livre. Alors, il Voilà, doit être à donc 18,99 en brochet. Il doit être à 6,50 6 € en en Kindle, ouais, c'est Kindle. ça. En Ouais, Kindle. ouais. Voilà, Et ben, je mets le lien dans la description de la vidéo, donc comme ça les gens ça pourront se le marche. procurer. Et comme on l'a dit, voilà, vous brassez énormément de sujets dans ce livre. Ah oui, C'est oui, vrai que là, il y a de quoi lire, ouais. il y a de quoi En lire. tout Hein, il y cas, a de quoi lire. Ben, ça fait 300, plus de 350 pages. Hein. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En tout cas, merci Voilà, beaucoup, de rien. Michel. Je vous remercie à vous aussi de m'avoir donné la Avec parole. grand plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous Très pour le bien. temps que vous m'avez accordé. Et puis merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Merci Damien, Et et peut-être à une autre à fois très alors. bientôt. Ouais, ça marche. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.